Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de votre magazine Le Siège. À travers cette émission, nous nous sommes fixés comme objectif de vous faire découvrir un concept constitutionnel, les lois votées à l'Assemblée nationale et au Sénat, les édits des députés provinciaux ainsi que leur travail. Nous recevons pour vous les parlementaires que vous avez élus et les différents acteurs politiques et c'est de la société civile pour éclairer sur le grand travail abattu dans le Parlement. L'année 2023 est l'année de tous les enjeux électoraux en République démocratique du Congo. Il s'agira d'élire à la tête du pays le futur président de la République, mais également renouveler la confiance ou pas aux parlementaires. Ayant connu des cycles électoraux assez mouvementés, parfois même réfutés dans les résultats par certains candidats, quelle serait la recette que la Commission électorale nationale indépendante mettrait en œuvre pour réussir une élection transparente? Nous en parlons dans cette émission, mais avant tout, place à la rubrique Parole à la base sur les avis des Quinois concernant ce sujet. Alors, pour qu'il n'y ait pas de tricherie ou bien de tricage, autrement appelé pour des élections qui sont déjà aux horizons en 2023, mon humble avis, c'est peut-être commencer déjà en amont avec déjà des préparatifs. Quand je parle de préparatifs, on voit déjà tout ce qui est technique, tout ce qui est administratif et tout ce qui est vraiment logistique pour pouvoir avoir de bonnes élections en 2023. Parce que nous sommes déjà en 2022, il nous reste peut-être une année ou quelques mois pour déjà atterrir et à voter, à passer déjà aux élections. Alors jusqu'à présent, il n'a pas encore eu quand même de préparatifs sérieux pour des élections 2023. Alors mon avis, ce serait de commencer d'abord à préparer cette élection. Parce que lors des élections passées, nous avons connu un problème technique qui était la machine à voter. Alors pour cette année, parce que la CENI tient toujours le processus avec toujours la machine à voter, alors mon avis ce serait de commencer d'abord à checker ces machines-là pour pouvoir savoir la velléité vraiment de ces machines pour qu'il n'y ait pas de tricherie en 2023. En fait, par rapport aux élections, ce qui est vrai, la population congolaise dans l'ensemble veut actuellement des élections sérieuses par rapport aux réalités des années passées ou encore des élections passées. Mais ce qui est vrai, la première des choses, il faut au moins que les autorités du Sénat, président et son équipe, et d'abord qu'il enlève et tout ce que les opposants mettent en tête comme dépolitisation, tout consort. Qu'il pense à la population, ce qui est vrai, de publier la personne qui est choisie par la population. Qu'il enlève tout ce qui est politique, franchement. Si aujourd'hui ils ont des antécédents politiques, si aujourd'hui peut-être la population réclame par rapport, c'est peut-être parfois il y a des intimités politiques, il y a des relations politiques, on le sait quand même comment Denis Kadimé est sorti président, on sait comment les confessions religieuses, la position, tout consort, mais aujourd'hui au moins ils sont à la tête, ils doivent prouver le contraire qu'ils sont venus pour le travail en fait, qu'ils enlèvent tout ce qui est comme infinité, tout ce qui est comme tribal, tout ce qui est comme doute, tout ce qui est comme affinité en fait avec tous ceux qui sont comme des dirigeants dans notre pays, mais au moins qu'ils donnent le meilleur d'eux-mêmes. S'il faut peut-être parler par rapport à tout ça, c'est ça. À ce qui concerne les élections dans notre pays, je crois que ça c'est le troisième exercice électoral. Et on a connu des élections, bon, je dirais pas chaotiques, mais quand même c'est une expérience qui nous a beaucoup inspiré. Et je crois pour cette troisième occasion que nous aurons dans notre pays pour organiser des élections qui soient à la fois crédibles et transparentes, quand même nous devons faire preuve de maturité et d'expérience. En fait, s'il faut savoir si ces élections doivent être contestées ou non, déjà on ne peut pas prédire le malheur parce qu'il s'agit de notre pays.
Mais il faut quand même aussi faire un pas en arrière pour voir ce qui s'est passé. Et nous ne pouvons que s'attendre à des résultats quand même qui vont mettre tout le monde à l'aise, bien qu'il y aura toujours des gens qui vont contester parce que c'est partout d'ailleurs dans le monde. Toutes les élections ont toujours été contestées. On a vu les exemples avec eux-mêmes qui nous enseignent aujourd'hui la démocratie, les États-Unis d'Amérique. On a vu que Trump, à sa sortie électorale, on a vu comment il a contesté son prédécesseur. Mesdames et messieurs, vous avez découvert les différents avis sur ce sujet qu'est le défi d'une élection transparente en République démocratique du Congo. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Monsieur Dieudonné Mirimo, rapporteur de la Commission électorale indépendante honoraire, CI en sigle, de 2003 à 2011. Et il est actuellement secrétaire général de l'École des formations électorales en Afrique centrale. Il va nous entretenir sur ce sujet. Bonjour Madame Grace. Je suis Dieudonné Mirimo Moulongo. Je suis détenteur d'un MBA de l'École supérieure de gestion SG Paris 11 et des masters en gestion du cycle électoral de l'École de formation électorale en Afrique centrale. C'est au lendemain du dialogue entre Congolais qui s'est tenu à Sun City que nous avons été désignés rapporteurs de la Commission électorale indépendante pour former l'équipe qui a pris en charge les premières élections libres, démocratiques et transparentes dans notre pays qui ont débouché à la mise en place de nouvelles institutions après le référendum de 2005 et les élections de 2006. Et donc, nous avons exercé ces fonctions à la CEI de 2003 à 2011. Et comme rapporteur de cette institution, j'avais également en charge la supervision de la commission spéciale chargée de la formation électorale qui s'occupait du recrutement et de la formation de tous les agents électoraux depuis le premier niveau jusqu'aux agents des bureaux de vote ou des centres d'inscription. La CEI, Commission électorale indépendante, avait un mandat très limité dans le temps. Elle a été instituée par le dialogue intercongolais de Sun City et elle avait pour mission de gérer, de contrôler et d'organiser le processus électoral et référendaire pendant la période de transition qui, comme je l'ai indiqué, a abouti à la mise en place de nouvelles institutions. Ça, c'était la CEI qui avait un mandat limité dans le temps. Par contre, la Commission électorale nationale indépendante, c'est une institution aussi d'appui à la démocratie, mais cette fois-ci permanente, parce qu'elle est instituée par l'article 211 de la Constitution et elle est chargée de l'organisation des processus électoraux et référendaires jusqu'à la fin des temps, parce que la RDC a choisi comme modèle la mise en place d'une institution qui va s'occuper de prendre en charge les processus électoraux et référendaires. Effectivement, la RDC s'est engagée sur cette voie-là après les dialogues intercongolais de Sun City, où il fallait mettre fin à la crise de légitimité. Et pour rappel, le pays était divisé à plusieurs morceaux. Le gouvernement de l'époque occupait une partie du pays, le RCD une partie, le MLC, ainsi de suite. Nous avons donc organisé dans notre pays actuellement 3 cycles électoraux. De 2003 à 2007,
de 2007 à 2013 et de 2013 à 2019-20. Et là, nous sommes au 4e cycle électoral. Comme évaluation, c'est vrai que nous venons de très loin parce que déjà, lors du premier cycle électoral, 90% du budget était pris en charge par la communauté internationale, contre 10% par le gouvernement de la République démocratique du Congo. Mais nous avons vu qu'au 3e cycle électoral, le budget a été pris presque en totalité en charge par le gouvernement de la République. Parce que les élections, madame, c'est une question de souveraineté. Et là, nous devons saluer ces efforts qui ont été fournis par le gouvernement de prendre en charge l'organisation des élections. Deuxièmement, depuis 2006 à ce jour, nous avons connu l'augmentation quasi exponentielle des partis politiques. De 274 en 2006, on est passé à 355 en 2011 et à 620 en 2018. C'est l'explosion de la démocratie en République démocratique du Congo. Pendant la même période, nous avons connu l'inscription des électeurs, l'enrôlement donc des électeurs, qui sont passés de 25 712 552 en 2006 à un peu plus de 32 millions en 2011 et un peu plus de 40 millions d'électeurs en 2018. Un autre élément, c'est qu'on a connu l'explosion aussi des candidatures pendant la même période. Si déjà nous avons beaucoup de partis politiques et par ricochet même des regroupements politiques, il va de soi que les candidats aussi ont augmenté. 9 709 en 2006, 18 364 en 2011, et peut-être suite à la réforme qui est intervenue, qui a introduit les seuils, on est redescendu un peu à 15 865. Mais c'est quand même énorme. Le budget aussi, je l'ai dit tantôt, le premier cycle a été pris en charge à 90% par la communauté internationale pour un budget autour de 552 millions de dollars. Et celui de 2018 a culminé pratiquement au double, plus d'1 milliard de dollars. C'est quand même beaucoup, pendant que nous avons un budget qui est autour de 5 milliards. Là, nous sommes peut-être à 10-11 milliards pour le budget 2022. Voilà grosso modo comment nous pouvons présenter cette évaluation. Bien sûr, il y a eu des réformes, plusieurs réformes. La CENI qui est passée de 21 membres en 2006 à 7 membres en 2011, à 13 membres en 2015 et à 15 membres en 2019. Voilà un peu, à titre indicatif, quelques éléments que nous pouvons donner si nous parlons d'évaluation depuis que la RDC s'est engagée sur cette voie de la démocratie. Je voudrais rappeler d'abord qu'un cycle électoral comporte 3 phases. La phase préélectorale, la phase électorale et la phase post-électorale. Ce cycle-là a 8 périodes qu'on doit dérouler pour arriver à la fin du cycle. Et donc, quand vous évoquez la transparence, madame, il est question que les parties prenantes puissent être impliquées durant toutes ces périodes du cycle électoral pour suivre tout ce qui se passe, et c'est à ce moment-là que nous pouvons parler de la transparence. Et donc, nous ne devons pas seulement attendre le jour J, parce que l'élection c'est un jour. Les parties prenantes, particulièrement les partis politiques et la société civile qui fait une observation non partisane, doit suivre depuis les réformes électorales qui sont engagées immédiatement après la proclamation des résultats définitifs, jusqu'à la fin du cycle qui intervient, et donc au moment où les résultats définitifs sont proclamés, annoncés. Et donc, c'est pendant toutes ces périodes-là
que la transparence doit s'observer. Donc, de la réforme à l'enregistrement des candidatures, l'enregistrement des électeurs, la campagne électorale, les contentieux, c'est pendant tous ces moments-là qu'on doit observer cette transparence pour assurer toutes les parties prenantes. Elle coûte si cher parce que c'est le système électoral que le Congo a choisi. Le choix d'un système électoral, c'est la plus grande décision dans une démocratie. Nous avons plusieurs systèmes électoraux à travers le monde, mais la RDC a choisi. L'élection avant, en 2006, c'était à 2 tours pour le présidentiel, scrutin direct, à 2 tours. On a modifié la loi à 1 tour, en 2011 et 2018. Les députés nationaux sont élus au scrutin direct. J'ai parlé ici du nombre d'électeurs, madame, 25 millions, 32 millions, 40 millions en 2018. Ça signifie qu'en 2006, on avait un peu plus de 250 000 agents électoraux qui font recruter, former et payer. 2011, un peu plus de 330 000 agents recrutés, formés, payés. 2018, un peu plus de 400 000 agents électoraux qu'il faut recruter, former et payer. Si nous ne prenons que ce budget-là pour le paiement des agents électoraux, vous pouvez déjà déduire que ça coûte cher. Mais avant d'arriver là, il faut d'abord inscrire les électeurs, constituer les fichiers électoraux. C'est le moment le plus difficile, le budget le plus élevé du processus électoral, parce que les bureaux de vote, les bureaux d'inscription à travers tous les pays ont explosé de la même manière que le nombre d'électeurs a augmenté depuis 2006. Et ces agents électoraux, il faut aussi les recruter, les former et les payer. Mais il faut aussi des équipements. Et c'est là que ça coûte énormément cher parce qu'on a fait recours à la technologie. Et les machines là, on ne les fabrique pas en RDC, on les achète et ça coûte assez cher. Et comme malheureusement nous n'avons pas cette culture de conserver ou d'entretenir ce que nous avons utilisé, vous remarquerez donc qu'à chaque cycle électoral, on renouvelle les équipements et ça doit coûter cher. Le système électoral lui-même nous met dans ces conditions-là de faire exploser les budgets. Je vous ai dit de 500 millions, 552 millions en 2006 à 1 milliard 100 millions en 2018. C'est quand même énorme pour un pays qui n'a qu'un budget actuellement de 10 milliards de dollars. L'Assemblée plénière de la CENI, c'est l'une des 2 organes, de par la loi organique portant organisation et fonctionnement de la Commission électorale nationale indépendante. C'est elle qui est chargée de la conception, de l'évaluation, de la gestion et du contrôle de la CENI. Je dirais que c'est l'organe suprême. C'est ça en fait le rôle que joue cette assemblée plénière qui est composée actuellement donc de 15 membres de la Commission électorale nationale indépendante. Je dirais non parce que l'article 211 de la Constitution en vigueur institue la Commission électorale nationale indépendante comme l'institution qui a en charge de gérer le processus électoral et référendaire, l'enrôlement, l'inscription des candidats, la campagne électorale jusqu'au vote.
c'est une mission dédiée à la CENI. Et donc, si on veut confier cette mission au ministère de l'Intérieur, il faut modifier cette disposition de la Constitution. Mais je rappelle, c'est quand même important que les téléspectateurs le sachent, sur les 54 pays que compte le continent africain, 45 pays ont opté pour le mode indépendant, donc les commissions électorales. Dans 45 pays, ça fait quand même 83%, c'est quand même énorme. Seulement 6 pays ont choisi le modèle gouvernemental et 3 pays seulement, l'Algérie, le Maroc, qui ont opté pour le modèle mixte, gouvernemental plutôt. Donc les 6 pays ont opté pour le modèle mixte et les 3 pays maghrébins ont opté pour le modèle gouvernemental. Voilà, donc c'est un choix du législateur ou de la population congolaise qui a voté la constitution actuelle au référendum. Si nous visitons l'histoire des élections à travers le monde, il n'y a aucune élection qui pourrait se faire sans contestation, il va de soi, mais il est possible de réduire les contestations si on respecte les textes. Les lois sont là, mais malheureusement, elles sont violées à tous les niveaux dans leur mise en application. Mais également, il manque chez nous cette culture électorale. Je vous ai donné tantôt les nombres de candidats. Si déjà nous avons 9 709 ou 18 864 ou 15 365 pour 500 sièges seulement, ça signifie que, si je ne prends que le dernier exemple de 2018, 15 335, donc il y aura au moins 14 800 qui vont réclamer parce qu'ils ne seront pas élus. Pour la présidentielle, c'est presque pareil. On est passé de 33 candidats en 2006 à 11 candidats en 2011 et à 21 candidats en 2018 pour un seul siège. Donc, normalement, on devrait avoir 21 contentieux pour les présidentielles et plus de 15 000, comme je l'ai dit, pour la députation nationale. Et comme je l'ai dit, comme il n'y a pas la culture, tout le monde conteste. Au lieu de se préparer aux élections, et c'est ce que nous observons comme exerçant dans ce domaine-là, les acteurs politiques préparent la contestation des élections. Je pense qu'il est important qu'ils changent la manière de faire, qu'ils préparent les élections, tout en sachant que s'il n'y a que 500 sièges, en tout cas tous les autres, naturellement ils vont tomber. Et pour les présidentielles, c'est pareil, ainsi que pour la députation provinciale. La loi électorale a été révisitée plusieurs fois. Comme je l'ai dit, que, par exemple, pour l'élection présidentielle, on est passé de 2 tours à 1 tour. Il a été révisité aussi parce qu'on a intégré, par exemple, les seuils électoraux dans la nouvelle loi électorale. Il y a beaucoup de réformes, à mon avis, que le législateur doit initier par rapport à cette loi-là. Je voudrais, à titre illustratif, indiquer que dans la loi, il est prévu l'organisation des élections locales, municipales et urbaines, qu'on n'a jamais organisées jusqu'aujourd'hui. À l'époque, en 2006, on n'a pas pu les organiser, nous, Commission électorale indépendante, parce qu'il y a les lois essentielles qui devaient encadrer, accompagner l'organisation de ces élections qui n'étaient pas encore votées. Mais actuellement, ces lois sont là, mais ça pose quand même problème. Nous suivons à travers les médias les députés provinciaux qui réclament 10 mois d'arriérés. Nous suivons les ministres provinciaux qui réclament des arriérés, des émoluments. Et là, nous ne sommes qu'au niveau des 26 provinces. Il y a un peu plus de 700 députés provinciaux à travers le pays. Mais si nous devons organiser les élections locales, municipales et urbaines, le gouvernement, l'État doit prendre en charge un peu plus de 11 000 élus. Voilà pourquoi, à mon avis, il faudrait en tout cas initier des réformes en tenant compte de ces réalités-là en face que nous avons, sans oublier, madame,
que les institutions provinciales qui ont été mises en place à l'issue des élections de 2007 et surtout lorsqu'on a appliqué le découpage territorial passant de 11 à 26 provinces, malheureusement, on n'a pas prévu les infrastructures pour accueillir les nouvelles institutions. Donc il y a une assemblée provinciale avec ses élus, un gouvernement provincial avec minimum 10 ministres qui n'ont pas de bureau. Mais la Constitution a prévu que nous aurons 11 provinces avec des assemblées provinciales et des gouvernements provinciaux. Et si demain on doit organiser les élections locales, municipales et urbaines, il faudrait penser avec quel budget à avoir les infrastructures pour accueillir toutes ces nouvelles institutions. Donc voilà autant de défis auxquels on doit faire face et c'est au législateur qui est chargé de voter des lois, de tenir compte de tout cela. De toutes les manières, dans le cycle électoral, il est prévu à la période post-électorale un moment de réformes pour essayer de revisiter tout ce qui s'est passé pendant le processus électoral et voir quelles réformes on peut initier pour améliorer. On doit toujours améliorer et ne pas continuer à aller dans les mêmes erreurs ou les défis auxquels on a fait face lors du cycle passé. Au regard de l'explosion du nombre de partis politiques et de candidats, je vous ai donné les chiffres, madame, le législateur a introduit les seuils. Les seuils électoraux, qu'on appellerait aussi seuil d'éligibilité, et d'autres l'appelleraient même seuil d'exclusion, c'est le minimum de voix qu'il faut obtenir pour gagner un siège. Okay. Et donc, on s'est rendu compte que, en initiant les seuils, qui est de 1% pour la députation nationale et de 3% pour la députation provinciale, lorsqu'on organise l'élection, on regarde le nombre de suffrages valablement exprimés, on applique pour la députation nationale 1% et ne participe à la répartition des sièges que les partis politiques ou les regroupements politiques qui ont atteint ce seuil de 1% du suffrage national. Et pour la députation provinciale, c'est pareil. On va donc appliquer 3% sur les suffrages exprimés en province et les partis politiques et les regroupements politiques qui ont atteint ce seuil-là, qui pourront seulement participer à la répartition des sièges. Je peux le dire tout haut, madame, que lorsqu'on libère en retard le financement des élections, ça a un impact, en tout cas très sérieux, sur le processus électoral. Un autre impact négatif que je dois relever, non seulement bâcler les élections, mais surtout faire exploser les budgets. Je prends un exemple. Les kits d'enrôlement, les ordinateurs qu'on doit utiliser ne sont pas fabriqués en RDC, c'est que je sache. En tout cas, il n'y a pas une usine qui fabrique les ordinateurs ici au Congo. Et quand vous libérez les moyens en retard, pendant qu'on doit respecter la loi sur la passation des marchés, et on doit commander ces équipements à l'étranger, il faut les fabriquer et il faut les transporter par bateau, déjà c'est moins cher, et si on a perdu du temps, on doit utiliser les avions pour les amener au Congo, et du Congo, il faut les déployer dans les 145 territoires, et ça doit faire exploser les budgets. Et donc, à partir du moment que le pays s'est engagé dans un processus électoral, on doit mettre de côté l'argent qui doit prendre en charge ce processus et les libérer à temps pour permettre à la CENI d'organiser les élections, parce que l'élection c'est un jour, madame, mais ça convoque un nombre important d'agents électoraux, comme je l'ai dit, mais ça implique aussi beaucoup de choses, surtout sur le plan logistique. N'oubliez pas que notre pays c'est un sous-continent, 2 345 409 km², sans infrastructure. Je sais déjà qu'à notre époque,
nous on a utilisé et les avions, et les bateaux, et les pirogues, et les vélos, mais aussi les gens ont transporté le matériel sur le dos. Et je ne pense pas que ça a changé parce que je ne sais pas si on a construit les infrastructures entre 2006 et 2022. Donc les réalités sont restées les mêmes. Donc on devrait disponibiliser à temps les moyens pour permettre à la CENI de prendre en charge le processus électoral. Elle est fiable, madame, parce que les gens, évidemment, ils ont des préjugés, mais la machine, elle est fiable. Comme je l'ai dit tantôt, les gens préparent la contestation au lieu de préparer les élections. On a fait la démonstration, je me rappelle à l'époque, devant toutes les parties prenantes, l'Assemblée nationale, le Sénat, la société civile, tout le monde a été invité à cette démonstration. Le problème ne se pose pas à ce niveau-là. C'est une machine, elle peut avoir des soucis techniques, comme toute machine, hein, même l'ordinateur, même les téléphones. Mais je peux vous assurer qu'ailleurs, c'est ce qui se fait. J'ai déjà observé les élections, en tout cas dans plusieurs pays où on a utilisé la machine, et ça n'a jamais posé problème. À la population congolaise, je peux l'inviter à s'approprier le processus électoral. C'est son processus électoral. Les élections, on ne les organise pas pour les autres, c'est pour nous, pour essayer d'améliorer la gestion de la cité. Donc nous les invitons à s'impliquer. D'ici là, certainement, on va constituer le fichier électoral qui va permettre l'organisation des élections générales. Il faut que la population se mobilise pour aller se faire enrôler, se faire enregistrer pour obtenir la carte qui lui permettra demain d'exercer son pouvoir, parce que c'est lui le souverain primaire. Il ne pourra pas voter s'il ne détient pas cette carte d'électeur qui lui donne le droit donc de pouvoir choisir ses dirigeants. Mesdames et messieurs, vous venez de suivre les explications avec M. Dieudonné Mirimo sur les défis d'une élection transparente en République démocratique du Congo. Grande a été ma joie de vous présenter ce nouveau numéro de votre magazine Le Siège que vous avez l'habitude de suivre sur la RTGA, sur Média Business Télévision et sur tous les réseaux sociaux. Nous nous retrouverons très prochainement avec les mêmes plaisirs. Au revoir.